Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Kira. Ça va très très bien. Belle semaine, j'ai fini Tunic, enfin. En fait, ce jeu, si tu veux, Kira, il m'avait réservé une petite surprise. Je pensais avoir fini le jeu, mais non. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais du coup, teasing à l'avance, la semaine prochaine, ce sera le test, une chronique sur le jeu Tunic, qui est un grand jeu. Et j'ai découvert un manga qui était une recommandation auditeur. J'en ai pas mal, j'avoue, sur la pile d'attente. Là, c'est Shadow of the Ring, un manga vraiment très surprenant, un univers original, très énigmatique, assez adulte. C'est du seinen. Donc je recommande en un seul volume pour l'instant, ça vient de sortir. Et sinon, Kira, j'ai regardé le TGS. C'était pas folichon, à part Capcom qui a fait une conf d'enfer. Franchement, Capcom en ce moment, ils sont exemplaires, je trouve, à tous les niveaux. Ils ont le vent en poupe. Mais la conf Sega, c'était tout bizarre, c'était un ovni. Xbox, c'était de la figuration. Donc franchement, il n'y avait pas grand-chose à part Capcom pour l'instant. Donc j'ai pas fait de news à ce sujet-là, tu vois. J'ai juste, j'en parle juste maintenant, finalement. Alors j'ai regardé aussi un peu le TGS. C'est vrai que je me suis un peu fait chier, je t'avoue. C'est vraiment du salon à l'ancienne, j'ai l'impression, en fait. Ça a vieilli, et puis on sent que maintenant, les éditeurs, quand ils y vont, ils n'ont pas vraiment de grosses infos à nous communiquer. Non, il n'y avait pas grand-chose. C'est plus un élément important comme c'était avant, donc c'est dommage. Moi, je continue Starfield, forcément. J'ai fait cette semaine Chant of Sinnar, mon test de la semaine d'ailleurs. J'ai repris l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood, un gros classique que j'avais envie de revoir. Et aussi, pareil, je me regarde des Belmondo en ce moment. Je suis pas un grand spécialiste du cinéma de Belmondo, donc je me refais toute sa filmographie. Et j'ai regardé 2-3 Belmondo cette semaine et c'était très très cool, des bons polars français à l'ancienne. C'est en hommage à Cobra ? Oui, mais en fait c'est con, mais c'est suite à l'annonce du décès de l'auteur que je me suis dit tiens, je me mettrais bien des Belmondo. Et du coup, mais le côté polar de Belmondo, et c'est vrai que des polars français des années 70, c'était très très cool quoi. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cette semaine ? On peut pas passer à côté des leaks Xbox, donc les fuites, on va un petit peu en parler. Les quoi ? Je suis pas au courant. Ça nous semblait important, mais sous un prisme un petit peu différent. On va parler d'Ubisoft, qui a annoncé le 3e volet d'un jeu, je dirais pas lequel. Aussi, on a eu une annonce sur le Seigneur des Anneaux que je vais couvrir, donc je suis très très content de le faire. Après, tu vas nous parler d'une saga que tu adores qui arrive dans le Game Pass, et aussi un jeu, donc le jeu Dune Spice War, dont je vais vous parler, une petite pépite qui vient d'arriver. Et en jeu, Chants of Sinnar, tu l'as dit tout à l'heure, de Run Disc. Je crois un jeu très énigmatique que tu as apprécié. Et enfin, on finira sur la série événement du moment, la série One Piece Live. On verra si Netflix a réussi à adapter la série la plus inadaptable de tous les temps. C'est parti, on attaque pour la première news. Allez, c'est parti. Kira, s'il y a bien un univers qu'on aime tous les deux, là je pense qu'on est d'accord, c'est Dune de Frank Herbert, évidemment. Exactement. Grand fan, toi de science-fiction, moi un peu moins, mais Dune, c'est vrai que tous les deux on adore les romans. Moi le film de Lynch, je suis grand fan. Je sais pas s'il y en a beaucoup des fans du film Dune de Lynch, mais moi j'aime beaucoup. Il y en a. Donc forcément quand un jeu Dune arrive, c'est l'occasion pour nous d'en parler. Et en plus c'est un jeu exclusif PC. Et c'est ce que je me suis dit en rédigeant un peu la news, Kira. On fait assez rarement des jeux quand même exclusifs PC, donc ça me donnait en plus l'occasion d'en parler. C'est vrai. Et une autre raison, il en fallait 3 des raisons. La 3e, c'est que c'est un studio en plus bordelais que j'adore, donc Shiro's Game, qui ont fait pas mal de choses. Moi, je les ai connus avec Evoland, c'était un petit peu leur début, et c'est vraiment, les 3 volets sont excellents. Ils avaient fait Nasgard après, qui est un STR nordique à la Age of Empire, vraiment très très bien, qui s'est bonifié en plus avec le temps. Ils ont fait pas mal de mises à jour. Et aussi le jeu, sans doute que tu connais, War Tales, qui est un tactical RPG français du coup, et le joueur du grenier, on avait fait une chronique, une vidéo je me souviens, assez narrative et tout, roleplay à fond, c'était sympa.
Donc beau palmarès. Quand tu vois ce studio s'attaquer à Dune, sachant qu'ils ont de l'expérience en STR, en jeu de rôle, enfin tu vois, ils ont vraiment des compétences solides. Dune Spice War, sachant que ça fait 1 an et demi qu'il est en early access le jeu, mais la vraie info c'est celle-ci, c'est qu'à partir à compter du 14 septembre, donc la version 1.0 du jeu est arrivée, donc il est officiellement sorti, on peut le dire. Donc durant ces 1 an et demi, on se doute, il y a eu plein de mises à jour, d'optimisation du jeu. Ça, pas grand intérêt de les détailler, mais en tout cas, ils ont bossé dur pendant ces 1 an et demi. Et le jeu, moi, ce qui me fait... parce que petite info, je suis sur le jeu, évidemment, donc c'est pour ça que je vous en parle un petit peu en preview. Mais ça annonce une chronique future. L'intérêt, déjà, c'est un 4X, ce jeu. Donc, ce qu'on appelle 4X, c'est dans la veine des civilisations. Pas comme les Age of Empires, faut pas confondre, on est plus sur du civilisation. Et petite interro surprise, Kira, est-ce que tu sais c'est quoi ces 4X ? Alors j'ai beaucoup joué à des 4X, mais c'est vrai que te dire comme ça, alors ça va être les ressources humaines, les ressources économiques, les ressources technologiques, et alors ça parle de ressources, et la 4e je vois plus. Alors je fais le malin, mais je savais pas avant d'écrire cette news, hein. Je préfère le préciser. Donc je t'ai pas tendu un piège, je l'ai découvert aussi. Donc les 4X c'est exploration, expansion, exploitation, donc qui fait en référence aux ressources, et extermination. Donc les 4X, tout l'intérêt de ces jeux-là, c'est que c'est plus développé souvent qu'à Age of Empires. On a des dimensions politiques, technologiques, avec des armes de compétences très très développées. Et justement, ce jeu Dune Spice Wars en fait complètement partie. Il y a tout ça. Et ce qui est cool en plus, Kira, c'est qu'il y a 6 factions à jouer. T'as les Atreides, qu'on adore, hein. C'est la maison de Paul, le héros, quoi. Exactement. Les Harkonnen, les grands méchants, les Fremen, donc un peuple un peu plus les hippies du désert, nomades dans le désert, les contrebandiers, ils portent bien leur nom, les Corrynos qui sont plutôt le peuple de l'Empire, ceux qui gouvernent un petit peu toute la galaxie, et les Ekaz qui sont une maison plus axée sur l'art et la culture. Donc en plus, je trouve que le mélange là où il est intéressant, Kira, c'est justement l'univers de Dune. C'est tout ça, c'est l'exploitation de richesse, ça fait complètement partie du lore, avec l'épice. Il y a les différentes maisons, il y a les différentes factions, c'est une histoire très politique et en plus ancrée de technologie. Donc là, c'est tout à fait pertinent d'avoir des armes technologiques. Donc, voilà, le 14 septembre, c'est sorti, vous pouvez en profiter sur PC et moi, je prends plaisir à y jouer et à vous préparer une petite chronique sur le sujet. Je t'avoue, je suis même un peu jaloux parce que j'ai pas de PC suffisamment costaud pour le faire tourner et ça m'embête. Car j'aimerais beaucoup y jouer. Ouais, t'adores en plus les 4X. J'adore les 4X et puis j'adore Dune, quoi. Donc forcément, c'est le match parfait. Faudrait te contenter de ma chronique. Je suis bien content que cette licence qui malheureusement a mis beaucoup de temps, alors que c'est quand même un monument de la littérature, commence enfin à sortir et à nous sortir des œuvres alternatives en fait. Donc du jeu vidéo, du jeu de plateau par exemple. Donc c'est cool. Ouais, j'avais fait en chronique un jeu de plateau, un jeu de cartes, un deck building de Dune. Et comme tu dis, Dune a vraiment le vent en poupe et c'est mérité. L'univers est incroyable. Dune Imperium me fait de l'œil, je t'avoue. Eh oui. À mon tour, donc là ça va être différent. On va pas parler de Dune, mais on va parler d'une autre saga chère à mon cœur. On va parler de Yakuza. Donc 2 jeux Yakuza sont en approche dans le Game Pass. Si comme moi vous kiffez la série Yakuza et que vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous allez pouvoir tâter de 2 jeux sans surcoût. Donc le premier c'est Like a Dragon Ishin, donc qui sortira en fin d'année. Il est sorti en début d'année de mémoire, il a dû sortir en février je crois, donc c'est un jeu qui n'a pas encore 1 an et qui est dispo donc dans le Game Pass prochainement. Donc ça reprend le concept du jeu Yakuza, hein, le jeu de base, mais dans un univers Japon féodal. Le second, et donc le plus important dans la news on va dire, c'est Like a Dragon Gaiden. Lui sera disponible dans le Game Pass dès sa sortie le 9 novembre 2023. Donc c'est une très bonne surprise, car déjà le jeu doit sortir uniquement dématérialisé, et je t'avoue que moi ça m'embêtait de passer à la caisse que pour du démat, parce que je les ai tous en boîte, tu vois. Donc là ça va me permettre d'y jouer, on va dire gratuitement, surtout dans cette période d'embouteillage où il y a beaucoup de jeux à tester, beaucoup de jeux qui vont sortir et j'avais prévu de le tester, donc moi de mon côté ça m'arrange. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Like a Dragon Gaiden, c'est un spin-off à la série Yakuza et à Yakuza Like a Dragon en fait, c'est une suite donc on va dire aux 6 premiers
premiers jeux Yakuza. Et Yakuza Like a Dragon, lui, c'était le 7e jeu canonique, mais c'était un peu une sorte de legacy sequel, tu vois. C'était un peu un soft reboot, on avait 2 nouveaux personnages, un nouveau gameplay, même si on retrouvait l'ADN de Yakuza, on était quand même sur un jeu très différent, plus connoté RPG. En tout cas, voilà, je suis vraiment très très content et j'ai hâte de le tester. Oui, et puis on voit bien que là, Sega Altus même, investissent beaucoup avec le Game Pass, le PS Plus aussi. On l'avait dit d'ailleurs que certains jeux du PS Plus certains jeux Yakuza étaient dans le PS Plus, mais encore plus dans le Game Pass où ils y sont quasiment tous. Donc c'est vrai que cette stratégie, voilà, ils investissent à fond dedans et je trouve que c'est payant parce que ça reste quand même des jeux de niche, je trouve, les Yakuza, bien qu'ils aient aujourd'hui plus d'aura qu'avant, mais en les mettant accès, c'est tout l'intérêt de ces services finalement, c'est de le faire découvrir au plus grand public. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis en plus, Kira, c'est un peu, je trouve, Sega la pierre angulaire quand même de Xbox et sa stratégie au Japon de séduire un petit peu le Japon. Donc ouais, c'est un bon move. Non, en plus, c'est vrai que comme tu le dis, la licence actuellement commence à avoir une certaine aura. Elle a toujours eu une aura assez grande, mais la barrière de la langue faisait que les gens n'y jouaient pas. Depuis le 7 qui est traduit, on a les Judgment qui sont traduits, donc maintenant toutes les nouvelles sorties Yakuza le sont. J'espère que les anciens le seront également. Bah forcément, ça ouvre beaucoup plus de perspectives au niveau du grand public. Donc c'est un très bon mood et c'est vrai que Sega a quand même une poule aux œufs d'or avec cette licence et il était temps qu'il s'ouvre à l'international là-dessus en tout cas. Bon, parlons du dossier qui fâche un petit peu, mais c'est le seul aujourd'hui parce que sur toutes les autres news, on s'est fait plaisir de parler que de choses qu'on aime. Oui, d'accord. Donc c'est les fameux leaks. Donc ce qu'on appelle leak, souvent, ça veut dire fuite. Donc c'est des infos qui sortent alors qu'elles ne devraient pas. Ma chronique a évolué avec le temps parce qu'au début, moi je suis plutôt du genre à pointer du doigt les leaks parce que souvent ça détruit les effets d'annonce, ça spoil entre guillemets aussi les joueurs. Donc je pense que les leaks aujourd'hui les leaks et les réseaux sociaux contribuent à casser une certaine hype ou un engouement quand t'as quelque chose qui pop juste avant les confs. Quand tu le vois en conf, forcément ça m'avait fait cet effet-là, tu sais, sur Metal Gear qui devait être annoncé, Metal Gear Delta qui devait être annoncé dans le State of Play, mais on l'a su un petit peu avant. Donc quand j'ai vu le trailer, tu vois, j'ai pas eu tu vois ce que je veux dire, j'ai pas eu cette surprise, quoi. Donc les leaks, moi je suis toujours, on en a couvert, c'est vrai, nous-mêmes dans la taverne du gamer, quand ça devenait quasi officiel. Donc là, je vais être un peu plus frileux pour dire tout ce qui a été dévoilé. En plus, il y a eu beaucoup de choses, mais en tout cas, je pointe pas forcément du doigt ces leaks-là parce que in fine, c'est Microsoft qui a fait la boulette. Donc ils ont fait fuiter eux-mêmes leurs informations. Donc je pense que quelqu'un chez Microsoft a dû prendre la max cette semaine parce que ça leur a cassé quand même. Il a dû prendre un taquet, je pense. Ah, lui, je pense qu'il a pris cher. Mais en tout cas, en plus, donc ce qui a leaké, vous avez certainement tous vu la nouvelle machine visiblement qui devrait arriver, donc en full démat, sans lecteur, faisant un peu penser à la PS5 sans lecteur. En fait, je pense que c'est une concurrente directe de la PS5 sans lecteur, donc c'est pas une annonce très surprenante. Oui, c'est clair. Et c'est une annonce qui me semble légitime de la part de Microsoft, parce qu'il y a le segment qui est pris par PlayStation, donc là-dessus je suis pas totalement choqué. Une nouvelle manette aussi avec une batterie amovible et surtout toutes les features qu'a la DualSense, donc gâchette adaptative, gyroscope, haut-parleur aussi, ça c'est vrai que c'est pas mal pour l'immersion. Donc une nouvelle manette pareil qui fait sens avec ce qui existe aujourd'hui dans le marché. Donc ça pareil, moi ça me gêne pas d'en parler parce que je pense que c'est pas un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle, pardon. Mais par contre, on a eu aussi tout un tas de documents plus confidentiels où c'est carrément des mails de Phil Spencer qui s'adressent à ses équipes, à des investisseurs ou même à des contacts japonais. Donc ça, je pense qu'on rentre presque dans un certain voyeurisme et ça, moi, je suis moins enclin, j'avoue. J'ai presque l'impression, tu vois, de découvrir une conversation qu'on ne devrait pas entendre c'est clair. Donc voilà, ça, c'est moins ma came en termes d'annonce. Et aussi, ils avaient montré toute leur vision stratégique vis-à-vis du Game Pass, vis-à-vis d'une certaine déception en plus. Le Game Pass marche peut-être pas autant qu'ils l'aimeraient et ils visent une dynamique à 100 millions d'abonnés en 2030. Donc ce qui paraît vraiment hallucinant, là où ils n'arrivent pas à décoller des 25 millions depuis quelques années. Et aussi les jeux. Donc après, Phil Spencer a réagi. Il a fait qu'un tweet et il a dit que il était désolé quand même pour les tweets évidemment et pour les personnes qui travaillent et qui ont vu leur travail révélé, mais surtout il disait que depuis
parce que c'est des documents qui dataient de 2020 à 2022. Les choses ont changé. Donc finalement, c'est pour ça que faut prendre tout ça avec des pincettes et faut prendre ça pour ce que c'est. C'est une erreur. C'est des fuites de documents qu'on n'aurait simplement pas dû avoir. Et moi, je garde en tout cas mon enthousiasme pour les annonces qui arriveront par la suite. Alors moi, bon, comme toi, hein, ça me fait toujours chier les leaks. C'est comme tu dis, non seulement ça casse la hype, et puis aussi je trouve que ça contribue à générer cette rivalité de guerre des consoles entre Microsoft et Sony, car j'ai eu l'occasion de le voir sur les réseaux cette semaine. Tu as raison. Ça alimente la guerre en fait, tout le monde y va de son petit commentaire, et encore une fois, les fuites sont quand même relativement périmées, hein, elles ont 2 à 3 ans maintenant, c'est quand même dommage. Là où on peut dire que c'est intéressant, c'est qu'on a vu leur modèle leur nouveau modèle de série X sans lecteur. Donc encore une fois, Microsoft plante un clou de plus sur le cercueil du format physique. Donc voilà, c'est dommage. Encore une fois, tu vois, regarde là, j'ai fait la mise à jour de Cyberpunk aujourd'hui, 50 gigas de mise à jour. Est-ce que maintenant ma galette est représentative du jeu actuel ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est une question de principe. Maintenant, le démat prend de plus en plus de place, et là on le voit avec cette nouvelle console, surtout qu'ils n'ont pas encore parlé de lecteur amovible en fait. Hein. Donc ça sera vraiment, en tout cas pour l'instant, une console full démat. Après, c'est dans la lignée du Game Pass. Le Game Pass, c'est du dématérialisé, il y a 2 Tera de disque dur, donc ça permet de télécharger plus de jeux. Ça, c'est la première chose qui m'a un petit peu chagriné et chafouiné, on va dire. L'autre chose également, c'est la manette en fait. Donc ils sortent une nouvelle manette, c'est cool, ils s'adaptent sur le modèle PlayStation, mais là ça fait bizarre, c'est que là, j'ai l'impression que c'est Microsoft qui suit Sony, tu vois. À un moment, ça a été l'inverse, surtout sur la génération d'avant, et là ils sont en train de, comme tu dis, de mettre à niveau leur manette sur la DualSense. Donc est-ce que ça sera aussi bien fait en tout cas que la DualSense ? Bon, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas ça fait bizarre en tout cas. Moi je les voyais plus vraiment dans un mood différent, mais en fait non, ils se rapprochent de la concurrence. Ouais, t'as 2 trucs qui sont très c'est vrai que qui complètent très bien mon propos. Sur la guerre des consoles, t'as raison, ça rend vraiment le jeu vidéo un peu anxiogène. Toxique, tout ça, faut bien l'avouer, sur les réseaux toujours. En plus, nous qui devons être un petit peu connectés maintenant pour essayer de suivre l'actualité. Et le deuxième plan, tu as raison aussi, c'est que la stratégie, elle est davantage Xbox suit un peu plus le mouvement de PlayStation, et c'est vrai que c'est marquant. Mais pour le tout des maths, en fait, Xbox a vraiment tout intérêt à le faire aujourd'hui, parce qu'ils ont pas perdu, mais en tout cas ils sont très en retrait sur la partie physique et la partie hardware, et plus ils feront de dématérialiser, plus ils auront une chance de récupérer des parts de marché. Donc quand il y aura plus de physique pour eux, on paiera les jeux plein pot, donc ça fera une hausse, une inflation directe sur les jeux, parce qu'on les paiera plus cher en démat, et in fine, si les jeux sont plus chers en démat, ça leur donnera la possibilité à tous, pas que Xbox, mais aussi d'augmenter les prix des services. Donc le Game Pass va augmenter, le PS Plus augmentera encore, parce que ça rendra intéressant ces services-là, même plus cher, parce que les jeux en démat sont chers. Donc c'est vrai que ça inaugure un avenir un peu... ça va coûter cher, quoi. Surtout qu'à côté de ça, j'ai vu un article cette semaine qui était très, très intéressant. La série S se vend vraiment mieux que la série X. C'est la console la mieux vendue chez Microsoft actuellement. Donc ce qui explique aussi pourquoi Microsoft ne va pas lâcher sa série S maintenant. Et c'est vrai que c'est un calvaire pour certains développeurs pour optimiser les jeux, en tout cas. Mais surtout, en fait, je vois cette série X plus comme une évolution de la série S, en fait. Tu vois, je la vois plus comme vraiment une série S boostée, en fait, plus qu'une série X avec un lecteur en moins. Parce que même au niveau du tarif, elle est censée, il parle de $499. La série X maintenant avec lecteur est à 550, je crois, de mémoire. Mais c'est vrai que ça va dans le mood encore, c'est que la console next-gen de chez Microsoft, c'est pas la série X, en fait, c'est la série S, en tout cas. Ouais, t'as raison, c'est une bonne analyse aussi. Sachant que la série S, quand même, j'ai l'impression que ça va finir paraître un boulet quand même pour Xbox, surtout si Sony arrive à entamer une sorte de transition un peu plus technologique avec une PS5 Pro. L'écart va encore se creuser et ça peut être compliqué. Là où la série S sur le papier était intéressant, c'est qu'ils voulaient booster la capacité de la console avec le cloud gaming, en fait, ce qu'ils ne font pas en ce moment. C'est-à-dire faire un système de jeu hybride où le CD, pas le CD on va dire en l'occurrence, mais où le jeu sera chargé sur la console pour tout ce qui est détail immédiat, en fait, et animation, et tout ce qui est détail plus éloigné, donc l'aspect graphique, les textures, les choses comme ça, serait généré en cloud gaming pour les personnes ayant une connexion suffisamment puissante. Est-ce que cette nouvelle série X partira sur le même mood, ce qui permettra d'augmenter la puissance de la console sans avoir à changer le hardware ? En tout cas, c'est vrai que c'est un boulet, cette série S, pour l'instant.
The Division 3 officialisé. Donc j'ai déjà parlé plusieurs fois de la saga, la licence The Division au cours des précédents podcasts. Donc c'est par le biais d'un communiqué qu'Ubisoft nous apprend que Julian Gregetti, encore on va l'appeler Julian, aurait été nommé producteur exécutif de la licence The Division 3. Cette prise de fonction sera effective à la sortie de Star Wars Outlaws, jeu qu'il supervise en tant que directeur créatif. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été directeur créatif de The Division en 2014. Il a continué à exercer cette fonction pour The Division 2. Il sera producteur exécutif en charge de The Division Heartland et The Division Résurgence. Et donc là maintenant, le fameux Division 3. Ubisoft annonce officiellement donc le développement du jeu. On peut dire que cet homme est la pierre angulaire de la licence Division, car c'est lui qui commence à chapeauter vraiment toute cette partie-là. Il y a eu un communiqué, donc un communiqué, on va dire, plein de langue de bois. Nous avons peut-être plus de 40 millions de joueurs, mais The Division n'en est qu'à ses débuts en tant que franchise. Il y a tellement d'histoires incroyables à raconter, de lieux à explorer et de personnes à protéger. Je pense que nous y sommes parvenus avec les graphismes de pointe de Tom Clancy The Division, son gameplay incroyable, voilà, je suis moins d'accord, et la promesse faite aux joueurs qui ne pourra vivre cette expérience nulle part ailleurs. Puis, à nouveau avec Tom Clancy Division 2 qui a su affiner la recette, repousser toujours plus loin les limites et les qualités du concept. Bon, on voit qu'ils sont chauds quand même sur The Division. Bah ouais. À l'époque où Division 2 était sorti, je me souviens que ça avait été une micro-déception car il est sorti à une période très rapprochée du premier Division et de par le fait les ventes n'étaient pas là, mais n'empêche que le jeu est toujours suivi activement par Ubisoft et même s'il y a encore des gens qui jouent au premier Division, il y a énormément de gens qui sont également sur Division 2. C'est un de leurs jeux les plus joués actuellement en ligne et on le voit parce que là ils sont en train vraiment de développer des petits spin-offs à droite à gauche. Donc moi ce que j'espère c'est qu'on aura moins la composante looter-shooter qui est un peu pénible à mon sens sur ce genre de jeu, mais en attendant, bon c'est une bonne nouvelle car il y a au moins une licence Ubisoft qui fonctionne correctement avec Assassin's Creed, donc il y en a deux du coup, donc c'est cool. Ouais, c'est chouette et tu vois j'apprends le chiffre là que tu as dit de 40 millions de joueurs. Ouais. Bah c'est pas mal, hein. Franchement ça fait de The Division quand même un jeu qui pèse sur le multijoueur, donc plutôt cool. Et j'ai vu un certain enthousiasme en plus sur les réseaux quand l'annonce a été faite, donc je pense que ça va bien fonctionner. Oui, puis tu vois le producteur exécutif de la licence, donc il est bien monté en grade quand même. Je ne connaissais pas cette personne en fait. C'est vrai que de nom, ça me parlait pas. En me renseignant sur cette news, j'ai vu qu'en fait il est là dès le début de The Division et que c'est lui qui a lancé tout ça. Donc tu m'étonnes que Ubisoft lui fait confiance, sachant qu'en plus là il s'attelle au gros Star Wars qui sort chez Ubisoft. Enfin, ça va devenir une personne importante du jeu vidéo, je pense. Ouais, une étoile montante, c'est cool. Et donc pour finir ces news, petit cadeau pour moi, donc un jeu Seigneur des Anneaux, mais avant Kira, est-ce que tu sais à l'international qu'est-ce que l'on fête le 22 septembre? Pareil, je savais pas, j'ai découvert, mais à ton avis le 22 septembre, qu'est-ce qu'on peut fêter? Écoute, je ne sais pas du tout. C'est la journée internationale du Hobbit. D'accord. Là je t'en bouche un coin quand même. Ah ouais, quand même, là je pensais pas. Le 22, et d'ailleurs c'est aujourd'hui, on enregistre le 22, sachez-le, c'est la journée internationale du Hobbit, et ça à cette occasion, du coup ce matin, news toute fraîche, sortie du four, la Weta, donc la Weta Workshop, j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, c'est une société néo-zélandaise régie par Peter Jackson, le grand Peter Jackson à qui l'on doit la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc c'est la Weta qui a fait cette annonce. Donc un jeu Seigneur des Anneaux va arriver, il s'appelle Tales of Shire. Donc les contes de la comté, développé par Private Division, à qui on doit pas mal de bons jeux, Holy World, Kerbal Space Program de mémoire, parce que j'ai perdu mes notes là-dessus. C'est un studio en fait qui dépend de Take-Two Interactive, donc c'est leur branche un peu indé. D'accord, ouais. Donc bon, il y a du budget. On connaît Tech2, il y a de la compétence. Holy World, c'est surtout celui que je connais, et Kerbal Space Program, qui sont des bons jeux. Donc il y a de la compétence, et il y a Peter Jackson derrière pour toute la DA. En tout cas, pas lui peut-être directement, mais la Weta. Donc ça laisse présager du bon. Et on a un petit teaser de 45-50 secondes où on voit une Hobbit qui est assise sur son établi, un établi d'Hobbit donc garni de pinceaux, de feuilles, de fleurs, très végétales, qui dessine sur son petit cahier la faune et la flore de la comté, avec une musique très
très Animal Crossing. Vous verrez que j'en reparlerai un peu après. Mais vraiment, tu vois, ambiance chill à mort, posée, etc. Elle quitte son bureau et là, il y a le vent qui souffle sur les feuilles de son petit carnet et on voit toute la faune et la flore en fait de la comté. On voit aussi le dragon vert, donc l'auberge très connue où on voit Frodon qui y va. Ça a l'air d'être très axé que sur la comté et c'est bien parce que même quand on lit les livres Seigneur des Anneaux, dans la comté, il y a plein de variétés de hobbits différents, de coutumes, de familles. Donc ça va être très axé là-dessus et il parle d'un jeu entre Animal Crossing et Harvest Moon. Donc tu vois, ça va être de la gestion de potager, on va se balader, ça devrait plaire. Ça va être champêtre, ça va être feel good à mort. Donc je suis client à 200% de cette petite pépite qui va arriver, j'en doute pas. C'est vrai qu'un jeu Hobbit avec cette intention de faire un espèce d'Animal Crossing, c'est parfaitement sensé. Bah oui. C'est vrai que le Hobbit, il est dans son Hobbitbourg, il est avec en train de faire son jardin, fumer sa pipe. Enfin, c'est typiquement cuisiner. Voilà le genre de truc que pourrait faire un Hobbit, donc c'est plutôt cool. En plus, Studio Weta dans le jeu vidéo, c'est une bonne nouvelle. Moi, je sais qu'en termes de FX dans l'univers du cinéma, ils font vraiment des trucs très très cool. Ils ont fait par exemple, tu sais, la trilogie Planète des singes que j'adore, où on se retrouve vraiment avec des singes criant de vérité. Le dernier Avatar, c'est eux également, mais ils ont fait aussi le film Tintin de Spielberg qui est sorti en 2009, je crois, et qui a très très bien vieilli. Donc c'est vraiment un studio très très talentueux. Ils ont bossé avec Snyder aussi, non ? Ils ont bossé avec Snyder. Bon là en ce moment ils font aussi avec Marvel, Disney, ils travaillent un petit peu partout, mais vraiment sur les plus notables qu'ils ont, c'est vraiment ça, Avatar et Planète des singes, qui sont deux vitrines technologiques. Et c'est très cool parce que s'ils arrivent à insuffler en fait leur patte créative dans le domaine du jeu vidéo, ça va être incroyable. Je vais reparler de Kena qu'on a parlé la dernière fois, où à la base c'est un studio d'effets spéciaux qui a fait ce jeu. Ils ont fait un travail admirable et justement j'aimerais que Weta fasse quelque chose dans le même style en tout cas. Toutes les planètes sont alignées pour qu'on ait quelque chose qui devrait être quand même attractif, intéressant. Et moi, je suis chaud bouillant, étant un grand fan du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, ça présage que du bon. Oui, surtout que j'ai regardé, il y a aucun des scénaristes de la série d'Amazon, donc ça va forcément être bien. En même temps, le scénario d'Animal Crossing, excuse-moi, il n'y avait pas besoin d'avoir des pointures du genre non plus. Mais c'est ça qui fonctionne. C'est léger, tu vois, c'est léger, c'est agréable. J'ai pas dit, mais 2024, PC et console après. Bon, en plus, c'est dans pas longtemps, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à. Je pense qu'on va avoir encore une très belle année en 2024. Ouais, c'est clair. Ainsi se conclut la partie news. Et oui. On va pouvoir attaquer le test de la semaine. Donc, test de la semaine qui est Chant of Scénar, un jeu qui vient de sortir actuellement sur PC, Xbox et PlayStation. Donc, je vais vous expliquer est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On va voir. Allez. La production de Chant of Scénar a commencé en 2019 avec l'idée initiale de prototyper un jeu basé sur les langues mortes. L'équipe de développement s'est beaucoup inspirée du jeu d'archéologie Haven Vault, sorti en 2019 également, et ils ont décidé de ne pas rester sur une seule langue en fait, mais plusieurs langues vivantes interconnectées entre elles, qui ne s'apprendraient plus seulement par l'étude de textes oubliés, mais surtout par l'observation d'un contexte et l'interaction avec les personnages. Le jeu a été créé par le studio indépendant français Rundisk, composé de 6 personnes et édité par Focus Entertainment. Le jeu est sorti le 5 septembre 2023 et tout à l'heure j'ai dit donc toutes les consoles, mais j'avais oublié la Switch, car oui, il est sorti sur Switch. Ah, c'est bien. Donc je tiens à le préciser. Au niveau du synopsis, donc divisé depuis la nuit des temps, les peuples de la tour ne se parlent plus. Il est dit qu'un jour, un voyageur trouverait la sagesse d'en briser les murs et de rétablir l'équilibre. C'est inspiré du mythe de la tour de Babel. Alors la tour de Babel, qu'est-ce que c'est ? C'est un monument mythique qui apparaît dans le récit biblique, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Donc, selon la Bible, les hommes qui parlaient tous le même langue voulurent construire une ville dont une tour pourrait toucher le ciel, pour se faire un nom en fait, et surtout pour pouvoir revendiquer leur intelligence. Dieu, voyant leur orgueil, décida de brouiller leur langage et de les disperser sur toute la surface du globe. La tour ne fut donc jamais achevée. La ville fut alors appelée Babel, ce qui signifie confusion en hébreu.
Donc c'est un petit cours d'histoire, certes, mais c'était important en fait pour la compréhension du jeu, tout simplement. Ouais. Le jeu se déroule dans un univers fictif où la tour de Sénart est le seul vestige d'une civilisation ancienne. Chaque étage de la tour abrite une communauté qui parle une langue différente, sans aucun contact les uns avec les autres. Le but est d'explorer les étages de la tour et à apprendre à communiquer avec les habitants en déchiffrant leurs glyphes, leurs expressions et leurs coutumes. Le jeu mélange ainsi des mécaniques de traduction, de déduction et de casse-tête qui mettent à l'épreuve la logique et l'observation du joueur. Il faut savoir que tous les lieux que vous traversez a une bonne raison d'être là. Chaque personnage, chaque inscription, chaque objet était là avant nous. Et c'est à nous de comprendre comment tirer parti de cet environnement pour surtout progresser au fil de l'aventure. Le point fort du jeu réside dans sa direction artistique qui crée une ambiance immersive mais surtout fort intrigante. Chaque étage a sa propre identité visuelle, colorimétrie, sonore et culturelle qui reflète la personnalité des peuples qui vivent donc sur ces fameux étages. Le jeu utilise un style graphique coloré, très stylisé, qui m'a rappelé le jeu Sable sorti en 2021. Ah oui, je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est vrai. Mais surtout les bandes dessinées des 70s, comme Métal Hurlant, plus particulièrement celle de Moebius en tête, qui fait mouche chez moi. C'est vrai que j'aime beaucoup. Ça m'a donné envie de relire du Moebius, donc j'ai lu quelques bandes dessinées d'ailleurs derrière, donc des humanoïdes associés. Si vous connaissez pas, c'est du patrimoine, les gars, faut y aller. La bande son accompagne parfaitement les moments de tension et d'émotion ou d'émerveillement et joue grandement sur le ressenti au cours de l'aventure. Il n'y a pas de la musique tout le temps, mais elle arrive de façon sporadique en fait, et on a un petit volume sonore en fond en fait qui permet vraiment de rentrer dans l'ambiance et de s'immerger de cette nouvelle culture. Car d'un étage à l'autre, la culture va changer, la palette graphique va changer et on a l'impression de se retrouver dans un nouveau monde. En fait. C'est malin ça, c'est dépaysant à chaque étage. Eh ben c'est malin, c'est dépaysant à chaque étage et surtout les émotions ne vont pas être les mêmes en fonction des peuples. J'y viendrai un petit peu plus loin, mais ça permet vraiment de renouveler l'intérêt à chaque fois. Le jeu fait également preuve d'une grande richesse narrative qui se dévoile au fur et à mesure de la progression dans la tour, pour peu qu'on soit observateur et curieux. Le jeu aborde des thèmes on va dire communs, mais surtout ça joue sur la diversité culturelle, les religions, l'art ou alors la quête de sens, voire la quête d'essence. Et ça c'est un gros plus. Il y a 5 peuples qui habitent cette tour, chacun avec sa propre langue, chacun avec sa propre culture et surtout chacun avec ses propres, on va dire, motivations. Ils ne se parlent plus depuis longtemps et certains ont développé des préjugés ou des tensions les uns envers les autres. Par exemple, on va avoir les peuples, alors je ne vais pas citer les noms des peuples, mais on va avoir les peuples qui vivent tout en bas de la tour, qui sont principalement inspirés des cultures monothéistes de l'Antiquité méditerranéenne, tu vois. Visuellement, leur alphabet est donc une sorte de fusion entre les alphabets latins et phéniciens, avec un petit côté cunéiforme rappelant un passé encore plus lointain. Par ailleurs, il s'agit d'un peuple de fervents croyants, donc leur vocabulaire lui-même tourne beaucoup autour de notions de foi. Tu vois. A contrario, sur un autre étage, on va observer un peuple de guerriers à l'écriture inspirée du futark nordique. Ils parlent un langage assez brutal, c'est un peu, c'est des Klingons, quoi, tu vois. Ils parlent un langage assez brutal et essentiellement impérative. Un autre peuple également, eux, vont avoir une origine un peu plus, on va dire, très proche du monde arabe. Donc on va se retrouver avec une calligraphie très élégante, centrée sur des cercles, tu vois, des petits points, des petits traits, enfin c'est très très fin, et du coup rien que sur ces 3 peuples là on a vraiment 3 styles totalement différents. Les énigmes de Chant of Sénart sont basées sur la traduction du coup de plusieurs langages fictifs inventés pour l'occasion. Il faut observer, écouter, déchiffrer les glyphes et les sons des peuples tout en observant l'environnement. Le sens de lecture également est très important. Je me suis retrouvé pour l'anecdote à un moment où j'ai commencé à faire ma traduction normale, sauf que je tombe sur un peuple où le sens de lecture était totalement de l'autre côté. Génial. Donc en fait je commençais à traduire mes glyphes et ça voulait rien dire. Donc j'arrive pour parler à des gens et en fait tout était vraiment, ça avait ni queue ni tête. Et c'est après j'étais en train de me dire mais attends, si l'inspiration c'est ce peuple-là, ça veut dire que peut-être le sens de lecture il est dans ce sens-là en fait. Et donc ça c'est très intéressant et surtout c'est super bien pensé quoi. Les énigmes sont basées sur
l'orientation, mais surtout l'observation du décor. Donc c'est important aussi de se dire, ce glyphe-là, dont tel décor, veut peut-être dire quelque chose. Parfois, ça nous induit en erreur, mais parfois, ça nous aide à comprendre le sens d'une phrase. C'est des énigmes variées, ça va de la simple déduction à la comparaison d'indices, en passant par des casse-têtes plus classiques. On est vraiment dans un genre point and click, tu vois. Le jeu repose aussi à un moment sur des séquences d'infiltration où le joueur doit éviter de se faire repérer par des gardes. Elles sont assez dispensables à mon goût, mais on le mérite de renouveler le gameplay. Les énigmes sont conçues pour faire réfléchir le joueur sur les préjugés culturels, les différences linguistiques et les enjeux de la communication. Mais manette en main, ça donne quoi? Donc tout au long de notre aventure, on a avec nous un petit dictionnaire, un journal, qui va s'enrichir avec chaque nouveau glyphe qu'on va rencontrer sur le chemin. Donc chaque glyphe va être répertorié dans le journal et ça va être, on va dire, séparé par des intercalaires par peuple en fait, tu vois, pour éviter de mélanger les alphabets. Oui, heureusement, tout à fait. Donc sur chaque symbole, on peut y attacher une hypothèse de traduction via la touche Y, tu vois, ou triangle sur une PlayStation. Donc on va cliquer sur un glyphe, si on se dit tiens ce glyphe là il veut dire bonjour, et ben on va écrire bonjour. Et à un certain moment clé, notre avatar va saisir son journal et va dessiner des choses ou des situations qu'il verra. Et à côté, on va avoir des petites bulles, donc c'est des petites cases vides, et ça sera à nous de mettre le glyphe, donc à côté de l'image correspondante. Par exemple, le bonjour, j'ai vu mon glyphe bonjour, je vais le mettre là. Si j'ai eu bon, en fait, et bah du coup, il va me le valider et ma traduction sera la bonne. Donc souvent, on va se retrouver avec, ça va être une double page, on va avoir 3 voire 4 petites images, et donc il va falloir mettre les 4 glyphes dans le bon ordre. Alors il suffit qu'il y en a un qui soit faux, il va pas nous valider les traductions. Donc ça nous oblige en fait à aller chercher et à comprendre. Par exemple, le truc tout bête, première énigme qui est toute simple dans le jeu, il y a un levier, il y a une porte, O c'est pour fermer, bas c'est pour ouvrir. Moi j'avais inversé. J'avais mis bas c'était pour ouvrir et haut c'était pour fermer en fait. Du coup je commence à remplir mon journal mais forcément ça collait pas, tu vois. Et après quand je m'en suis aperçu, c'est en parlant à des gens, je me dis mais en fait ils sont cons, ils m'orientent pas dans le bon endroit en fait. Mais non, c'est moi qui avais inversé juste les deux termes, tu vois. Donc ça oblige aussi à être vigilant, mais surtout ça crée des situations par moments assez cocasses. Cependant, le jeu n'offre pas beaucoup de rejouabilité, car les énigmes restent les mêmes à chaque partie. Le dernier étage est un condensé de tout ce que notre périple nous a permis d'apprendre, et j'avoue que j'ai beaucoup galéré sur cette partie, bien que la difficulté soit relativement bien dosée. J'ai quand même constaté un pic de difficulté au 3e peuple et à la fin du jeu, alors, ce qui peut en frustrer certains, je le conçois, mais c'est pas insurmontable non plus. Le jeu a un message fort que je ne vais pas spoiler, c'est plein d'espoir, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être fini. Ce genre de jeu, vraiment, ce genre de jeu devrait faire partie des cours à l'école en fait. On devrait l'étudier, car ça crée un message public. Voilà, ça crée un message vraiment pertinent et surtout passionnant, et je pense que les enfants devraient s'en inspirer, en tout cas. Et tu parlais aussi pour les enfants, mais de ce que je retiens, enfin ce que je comprends, c'est que c'est vraiment basé sur l'observation dans les énigmes. Enfin, tu as dit beaucoup le mot observation. J'ai l'impression que ça peut développer ça au travers des différentes énigmes que tu as dans le jeu. Je vais te donner un exemple d'énigme. En fait, à un moment, tu es dans un temple, et dans ce temple, en fait, tu vas avoir 4 scènes. Chaque scène va avoir 3 mots, si tu veux. Et si tu réponds donc à ces quatre petites énigmes, en fait, en mettant les bons mots sur les bons glyphes, tu vas avoir une petite histoire qui va être racontée. Et cette histoire-là va te servir un petit peu plus tard dans le niveau pour pouvoir, on va dire, orienter des statues, ce qui te permettra d'accéder à une porte. Donc c'est bien, c'est que ça t'oblige du coup à observer. Alors ça commence déjà, tu as dû apprendre la langue. Ensuite, tu as observé les scènes pour mettre les bons mots pour raconter l'histoire de cette langue-là. Vu que je me suis imprégné de la culture en plus, je savais que c'était proche de la religion, donc du coup c'était beaucoup lié à Dieu, ça m'a permis de me faire mon histoire. Une fois que mon histoire a été validée, je l'ai rentrée dans mon petit carnet, et quand je suis arrivé face à cette énigme avec cette statue, qui au final racontait cette histoire, et ben j'ai pu mettre les statues dans le bon ordre, tu vois, dans le bon sens. Ouais, t'avais compris. Ouais, okay. C'est parfaitement fluide et c'est parfaitement logique. Je me suis pas retrouvé un moment en me disant oh merde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je comprends pas ou quoi. C'est que c'était censé, c'était une suite logique. Et du coup, quand je te dis que ça devrait être appris dans les écoles, parce que au-delà du message aussi, ce jeu est hyper addictif, parce que pour peu qu'on s'intéresse, bah ça nous oblige à nous intéresser à d'autres choses qu'on ne connaît pas en fait, donc à d'autres cultures, d'autres langues et d'autres idéologies aussi.
Alors, je vais commencer par ma section plus et moins. Donc, au niveau des plus, bien sûr, j'ai noté l'ADA, la direction artistique, que je trouve sublime, avec un côté minimaliste que j'apprécie beaucoup. L'ambiance que je trouve excellente sur tous les niveaux, quels que soient les teintes colorimétriques ou quoi. J'avais vraiment cette sensation d'avoir un nouveau jeu à chaque fois, en fait. Et ça, c'est pas souvent le cas. La bande-son que j'ai trouvé très très cool également. Les énigmes que j'ai trouvé très bien, certaines assez retorses, je dois dire, mais que j'ai trouvé vraiment intéressantes et pareil, qui savait se renouveler. Ce qu'on peut se dire, des énigmes basées sur le langage, ça sera toujours pareil, et bah pas du tout. Donc ça, c'est le gros point fort. La durée de vie, donc j'ai mis à peu près 12 heures, voire un petit peu plus pour le finir, car j'avoue, j'ai vraiment galéré sur le dernier niveau, et j'ai mis beaucoup de temps. Autant au début, ça allait, et à un moment, je me suis retrouvé avec un certain pic de difficulté. Donc du coup, au niveau des moins, je l'ai trouvé parfois frustrant. Je l'ai pas trouvé toujours accessible, je pense principalement aux gens souffrant de dyslexie, j'en sais quelque chose. Ça risque d'être assez difficile par moment. Donc après, comme tout, il faut pas lâcher, mais ça peut être gênant, je le cache pas. Bah oui, c'est normal. Et surtout, pas de rejouabilité. C'est vraiment un jeu que je vais peut-être refaire dans quelques années, quand j'aurai oublié, ou si j'ai envie de me replonger dans cet univers. Mais le fait que ce soit toujours les mêmes énigmes, bah, comme tous les point and click, en fait, bah forcément, tu vas pas le refaire 50 fois en tout cas. Normal. C'est le moment d'arriver à ma conclusion. Donc, c'est la première fois que je joue à un jeu basé sur de telles mécaniques. Et Chant of Sennaar, de par son originalité et son esthétisme, m'a impressionné grâce à son expérience ludique et culturelle unique. Son univers est cohérent, fascinant. Il nous invite à nous interroger sur le sens de la communication et de la compréhension entre les peuples. C'est une brillante idée qui fait écho à notre société où, malgré notre hyperconnexion avec les réseaux sociaux, nous sommes tous éloignés les uns des autres. Ce jeu nous apprend à pas être dans des cases, et c'est vrai qu'actuellement j'ai cette sensation où tout le monde se met dans des cases, justement, et c'est un grand message d'espoir. Je vais finir sur tout simplement une note des créateurs, car ils vont en parler beaucoup mieux que moi là-dessus. Ils disent: les gens feraient mieux de se focaliser sur ce qui les rassemble et non sur leurs différences. Et c'est ça, en fait, le gros point fort du jeu, c'est que c'est un jeu qui est foncièrement optimiste, en tout cas. C'est une belle réussite pour le studio Rundisk, qui a su proposer un concept innovant et ambitieux. J'espère qu'il donnera des idées à des futures œuvres, pourquoi pas similaires en tout cas. Donc c'est un jeu que je conseille de découvrir à tous les amateurs d'aventure et de réflexion, aux archéologues en herbe et surtout aux personnes qui ont envie de tester quelque chose de différent. Pour finir, je me suis beaucoup documenté sur le jeu pendant l'élaboration de ce test, et je suis tombé sur une interview des créateurs sur le site Gametomic que je vous recommande. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses sur la genèse du projet. Vraiment, je vous conseille de la lire. Franchement, il y a l'air d'avoir une créativité de ouf derrière ce jeu. Franchement, Kira, c'est ce que je trouve dingue dans la scène indé, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des élans créatifs comme ça, des coups de génie entre guillemets. Un jeu comme ça, je pense qu'il n'y en a aucun autre. Donc franchement, beaucoup de talent dans ce studio toulousain. Mais il y a beaucoup de talent à Toulouse, hein. Il y a nos amis de Sort d'édition aussi qui sont à Toulouse. Mais en tout cas, franchement, la créativité, elle est poussée à son paroxysme. Et le message que tu as donné à la fin, c'est un message tellement fédérateur que, que dire de plus? Enfin, tout est là, quoi. Tout est dit. Tout à fait. Et surtout, tu vois, ça fait l'année dernière, il y a un RPG que j'ai joué sur le Game Pass qui m'avait beaucoup plu. Je sais pas si tu te souviens. Pentiment. Un RPG d'Obsidian, tout à fait. C'était Pentiment que j'avais adoré. Même si c'est un jeu qui est foncièrement différent, encore une fois, je me retrouve sur un jeu avec une esthétique assez minimaliste, mais avec un propos et un fond qui explose tous les AAA du moment. Et encore une fois, ce fut une belle bouffée d'air frais. Un peu retors, mais une belle bouffée d'air frais, je le cache pas. Ainsi se conclut mon test du coup de Chant of Sennaar, qui est disponible, je le rappelle, sur Xbox, PlayStation, PC et Switch. De mémoire, il est aux alentours de 20€. C'est le moment de passer au comptoir des auditeurs. Eh ben allez, comptoir des auditeurs. Donc cette semaine, comme on avait un contenu assez dense, on a noté un peu moins de monde, mais on salue Paul Richard qui nous a contacté sur Messenger parce qu'on adore. Il nous a dit comment et où il nous écoutait, et lui c'est dans sa randonnée hebdomadaire, donc il aime bien faire une petite randonnée toutes les semaines, et c'est là qu'il nous écoute. Donc franchement, big up à lui, et surtout n'hésitez pas à nous dire comment vous nous écoutez, certains en livraison, certains sur la route, certains en cuisinant, certains en montant des meubles. Tu te rappelles, on nous avait dit ça. Voilà, en faisant le ménage aussi. En faisant le ménage, enfin bref, on adore. Et en plus, cet auditeur, il est fan de FTL, un jeu d'amour que j'adore par-dessus tout. Donc je pense que je le ferai en chronique quand
quand les actualités seront un peu moins fortes. Mais en tout cas, c'est l'occasion de rappeler, vous avez nos réseaux sociaux, contactez-nous, donnez-nous vos petites anecdotes, on partage pas mal sur les réseaux et ça nous fait vraiment très plaisir. Et aussi, sur Apple Podcast en particulier, vous pouvez mettre 5 étoiles et un petit commentaire, ce sera l'occasion de lire votre commentaire. Et sur les autres applications de podcast, vous pouvez nous noter et ça nous permet d'optimiser un peu le référencement et d'être toujours plus nombreux. Et évidemment, vous avez toute notre reconnaissance pour ça et vous êtes toujours plus nombreux, donc merci. Merci à vous, c'est clair. Du coup, c'est parti pour ton sujet hors sujet. Donc, on va parler du festival du cosplay made in Netflix. Donc, la série One Piece. Allez, on y va. Direction la Japan Expo pour la Netflix, pour la One Piece live. Netflix. La Netflix convention. Le titre de ma chronique, c'est adapter un manga complètement inadaptable pour moi. Donc c'est évidemment une chronique sans spoil, vous en avez l'habitude. Donc là, on va parler de la série en 8 épisodes, la série live, donc avec des vrais acteurs, du manga One Piece. Donc je vous ferai pas l'affront de vous dire ce qu'est One Piece, mais en tout cas, c'est le shonen le plus connu avec Dragon Ball et ses consorts. En fait, la particularité de One Piece, selon moi, c'est qu'il a un univers Eiichiro Oda complètement original. De A à Z, on a des costumes, des coutumes, des règles, des personnages, une multitude d'ailleurs de personnages, souvent hauts en couleur, il faut bien le dire, avec des pouvoirs en plus, des pouvoirs plus ou moins loufoques, et des personnages qui sont toujours très développés, avec beaucoup de combats, et surtout, c'est une série sur des pirates, donc il y a des bateaux. Donc pourquoi je prends le temps de décrire tout ça, c'est que ça contribue au fait que je trouve que c'était une série un manga qui est extrêmement difficile à adapter, ce pourquoi on nourrit légitimement un certain scepticisme ou une inquiétude quand on a vu que Netflix s'emparait du projet, surtout qu'on connaît leur ligne éditoriale parfois un peu bizarre, on va dire. Resident Evil, la série, elle était quand même un brin chelou. Cowboy Bebop. Là je pense qu'il manquait clairement de budget, mais il y avait une intention, mais c'était pas fameux. Le film Full Metal Alchemist, tu vois, c'était pas cata. Je les ai pas vus ceux-là, tu vois. Death Note aussi, enfin, bref, c'était pas toujours du haut niveau. Donc moi, j'avais entamé ce visionnage avec, comme on se l'était dit, avec un peu de scepticisme. Ce qui m'avait un peu convaincu, c'est que on savait qu'Eiichiro Oda veillait au grain, et il l'avait fait aussi pour l'adaptation en animé, où lui, quand même, il est très très rigoureux. Il a imposé, et je pense qu'il a bien fait, il a imposé des petites limites aux scénaristes de Netflix, et je pense que c'était une bonne chose à faire. Il s'est assuré d'une certaine fidélité, et il a eu un regard sur le cast aussi. Il a vu les castings des acteurs. Au-delà de mon avis qui sera subjectif, je vais vous décrire pendant cette petite chronique pourquoi ils ont dû s'adapter aussi pour réussir. Donc le budget déjà, Kira, je crois que il est colossal. Moi, j'ai pas trop cet ordre d'idée parce que je sais pas trop combien coûte un épisode dans une série. Mais là, en tout cas, on est à 18 millions de l'épisode, donc j'imagine que c'est beaucoup. Kira, toi qui as plus... C'est beaucoup, tout à fait. Ça fait pas partie des plus gros budgets de toutes séries télé confondues, mais pour Netflix, ça reste quand même un budget assez conséquent. À titre d'exemple, les épisodes de House of the Dragon, ils sont entre 25 et 30 millions l'épisode. Ouais, donc tu compares Resident Evil, ils étaient à 8 millions, je crois, ou 10 millions par épisode. Ils ont mis les petits plats dans les grands, mais pareil, ça se ressent déjà quand même, il faut le dire, les décors, les costumes, les effets spéciaux. Des décors en dur, c'est cool. Ouais, les décors en dur, et franchement, ils sont convaincants, ils sont assez fidèles, et le budget, il se ressent vraiment à ce niveau-là, je trouve. Et pareil, c'était presque finalement... un passage obligé, parce que tu vois, quand tu adaptes quelque chose de cette ampleur, il fallait mettre le budget, il devait être colossal, et là-dessus on y est. C'est clair. La spécificité du média, on est sur une série live, on n'est pas sur du manga papier ou de la série animée. Donc si l'on compare avec le manga papier, la particularité du média, j'ai trouvé, c'est bien sûr la musique. Moi, tu vois, je me suis retrouvé beaucoup dans cette musique. Les thèmes principaux sont bons, ils sont bien composés, ils ont une identité qui s'éloigne un petit peu d'ailleurs des musiques de l'animé. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon move. Et dans ces spécificités, tu vois, vraiment liées à une série live, ça, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Aussi, il y a eu des jeux de lumière, de caméra que j'ai trouvé plutôt sympa, assez immersif. Ils ont joué d'ailleurs beaucoup sur l'immersion. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais surtout, une série live, c'est un cast. Donc je peux pas ne pas parler du cast. Pour moi, c'est un sans faute sur Nami,
Zoro que j'ai beaucoup aimé, Sanji aussi qui était plutôt cool. Donc et Zoro d'ailleurs, toi, avait une petite anecdote, je crois que c'est quelqu'un qui est plutôt connu, l'acteur qui fait Zono Zoro. Oui, donc tout à fait. Fun fact, en fait, c'est le fils de Sonny Shiba, en fait, qui a joué le grand Hattori Hanzo dans le diptyque Kill Bill que j'adore, et qui joue également Oncle Kamata dans Fast and Furious Tokyo Drift, qui est pas du même niveau de Kill Bill, faut pas se leurrer. Mais du coup, c'est marrant parce que ça reste un grand artiste martial du Japon, en fait. Bah, du coup, je comprends mieux parce que franchement, l'acteur qui fait Zono Zoro, il est convaincant dans ses chorégraphies. Tu vois, il semble très bien manier le sabre, il semble vraiment athlétique, et c'est lui en combat, parce que finalement les combats sont très orientés sur lui, ils sont vraiment convaincants. Et comme je parlais du cast, l'acteur qui joue, finalement c'est presque Luffy que j'ai le moins aimé. Alors pas trop j'ai rien contre l'acteur, et il a été validé par Ichiro Oda, il a dit le gars c'est bon, on prend lui. Il est chaud. Mais c'est plus lié, si tu veux, au personnage de Luffy dans le manga, parce que moi ce que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est que c'est un personnage dans le manga toujours qui est très cartoon, mais vraiment très très cartoon. Des fois il a la mâchoire qui tombe par terre, enfin tu vois, il est hyper cartoon, très burlesque, il est très loufoque, mais en même temps il peut avoir un côté ultra sérieux qui le rend tout de suite très, très saisissant et très charismatique. Ah, Sangoku quoi. Et ouais, complètement, dans ce mood là. Et sauf que l'acteur, bah forcément, tu peux pas jouer autant que tu peux le faire avec un dessin. Donc c'est finalement presque lui que j'ai trouvé pas le moins convaincant, mais le moins réussi. Mais encore une fois, dû aux limitations que représente une série live. Tu vois, c'est pas un acteur de dessin, il peut pas tout faire. Donc, globalement, le cast était cool, mais c'est lui, tu vois, étonnamment que j'ai trouvé un peu plus en retrait. Un peu en dessous, oui. Et aussi, comme c'est une série live, ils ont dû faire des concessions par rapport au manga. Et des concessions, il y en a quand même relativement beaucoup. Parce que et des concessions qui font que c'est pour que ça fonctionne. Dans One Piece, il y a des grandes batailles, il y a des dizaines de pirates qui s'affrontent, des dizaines, des vingtaines, il y a des combats, comme je disais, très cartoon, très loufoque, assez rigolo, avec tout plein de personnages. Et dans la série, ils ont fait un choix du coup plus cartésien, plus terre à terre, où ils ont recentré davantage l'aventure sur les personnages. Il y a moins de figurants, il n'y a pas de très grandes batailles comme il y en a dans le manga. Par exemple, on va prendre tout l'arc avec Mary qui se passe dans le manoir. La série s'est concentrée sur le manoir, en faisant quelque chose d'un peu un huis clos, tu vois, basé sur l'ambiance, qui est plutôt bien réussi, hein, c'est très bien filmé, l'ambiance est là, la musique est cool, mais dans le manga, tu avais l'invasion des pirates, t'avais une grande bataille, t'avais quelque chose d'énorme, ça, ils ne l'ont pas montré. Tu vois, ils ont fait ce choix de concession, je pense, inhérent, si tu veux, au choix d'une série live qu'ils auraient pas pu faire, ou pas dans ces budgets, en tout cas. Forcément, oui. Donc il y a des concessions, il faut se le dire. Et l'autre concession, c'est que je trouve que c'est moins centré sur Luffy. C'est pour ça que je le trouvais un peu en retrait. Dans les combats, il y a assez peu de combats de Luffy, parce que je pense que c'est très difficile aussi de faire des effets convaincants avec son pouvoir élastique. D'élastique et tout. Oui, ouais, je pense que c'est chaud. Surtout sans éclater le budget. Ouais. Quoi. Et à contrario, tu vois beaucoup Zoro qui fait des combats assez cool et assez graphiques, comme je l'ai dit. Et aussi, la série, elle est plus condensée. On est en 8 épisodes, là où le premier arc, Is Blue, il est en une douzaine ou une quinzaine de tomes, je crois. Donc ils se sont permis aussi d'intégrer des éléments des arcs suivants dans ce premier arc. Si tu veux, ils ont commencé à distiller des pistes, je pense, pour gagner un petit peu de temps sur les arcs d'après qui sont assez longs. C'était nécessaire aussi. Oui, c'était nécessaire. Je pense en tout cas. Donc avant la conclusion, est-ce que ces concessions dégradent la partie fidélité ? Parce que quand on fait des concessions, on peut tout de suite se poser ces questions-là. Donc j'ai pas trouvé, parce que certains événements, et surtout les événements majeurs, sont là. Par contre, le chemin pourrait arriver, comme j'ai dit, un petit peu différent, mais en tout cas, ils ont été vraiment respectueux des moments forts du manga, enfin, en tout cas de cet arc. Donc en ça fonctionnait plutôt bien. Et aussi, la série est en train de se forger une petite identité à elle. Tu vois, ils sont en train de voir et faire les choses un petit peu différemment, tout en restant fidèles à l'œuvre originale. Donc je trouvais que ça, tu vois, à ce niveau-là, ça fonctionnait plutôt bien. Et on peut se dire qu'on reste sur une certaine fidélité quand même s'ils ont retravaillé. C'est ce qu'on demande
C'est ce qu'on demande une adaptation en fait, c'est-à-dire qu'il y ait des différences parce que c'est pas le même média, c'est pas le même format, donc c'est normal de prendre des libertés tant que l'esprit, on va dire, reste là. Je vais parler par exemple de la saga Harry Potter. La saga Harry Potter, tu le lis en livre, tu la regardes en film, il y a de très grosses différences et surtout il y a pas mal de pans qui ont été amputés, mais à côté l'esprit est là en fait. Et ce qui en fait une bonne adaptation, même s'il y a des différences. Donc c'est ça le plus important en tout cas. Et là j'ai l'impression en tout cas que c'est ça dans ce que tu racontes sur One Piece. Carrément. Bah moi en fait on voit que nos livres de chevet sont un peu différents parce que moi j'avais parlé du Seigneur des Anneaux et de l'adaptation de Peter Jackson. Tu vois, l'adaptation de Peter Jackson est réussie, pourtant ils ont enlevé tout mon passage préféré avec Tom Bombadil. Bah là en fait tu vois ils ont fait un peu pareil dans One Piece. Ils ont sacrifié vraiment des passages mais pour aller à l'essentiel et rendre les moments forts iconiques. Donc il y a de la réussite. Donc en conclusion, bon la série est un succès planétaire, je crois ils ont tout cartonné, ils ont dépassé Stranger Things, ils ont tout défoncé, je crois. Alors la série a très bien marché, oui, mais au vu du budget, c'est pas non plus le record de Netflix. Et je crois que la saison 2 a été officialisée il y a peu de temps, ils ont mis un peu de temps à déclencher la saison 2. Généralement, quand c'est vraiment un succès planétaire, dès le premier épisode, ils annoncent la couleur, il y aura une suite, quoi. Là, ça a été annoncé, mais ça a mis beaucoup plus de temps, donc c'est un gros succès, très gros succès même, mais c'est à relativiser parce qu'elle a coûté excessivement cher en fait. Ah oui, une petite fortune. Je trouve qu'ils ont fait le job. J'avais des craintes, des inquiétudes, donc ils ont réussi à faire, je pense, ce qu'ils pouvaient, et on pouvait pas faire beaucoup mieux, je pense, dans le budget même colossal, mais malgré tout, à respecter. Donc la série Inadaptable a été adaptée et c'est pas un simple copycat, donc c'est là que je trouve que c'est pour ça qu'ils ont réussi, c'est que la série entretient une certaine différence et presque la met en avant, enfin vraiment l'assume, elle assume une différence et c'est dans ces moments-là que la série, je pense, y arrive le mieux. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'était pas non plus la série de tous les temps, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment et comme tu le disais, la suite a été officialisée par Oda lui-même sur le compte Twitter Netflix où on le voyait dessiner d'ailleurs Chopper, donc il teasait la suite et donc il disait qu'il faut encore peaufiner, écrire le script, donc on l'aura pas je pense avant 2 ans la suite, mais cette première saison est réussie, mais la suite, je me pose vraiment des questions parce que là, le manga il part dans tous les sens. Là, je suis sur Skypea où on est dans les nuages et tout. Je me dis comment ils vont faire pour adapter ça. Donc, affaire à suivre. En tout cas, une première saison où c'est un travail qui a été, le job a été fait. Oui, puis le risque d'adapter une aussi longue série, en fait, c'est de ne pas avoir de fin, ou alors d'avoir une fin qui ne convient pas. Et c'est pour ça que j'ai pas envie, moi, de me lancer dans la série justement à cause de ça. Donc peut-être que je la regarderai quand elle sera complète, mais en l'état, je me dis s'il y a que 2 saisons, bon, est-ce que ça valait le coup d'entamer un voyage qui s'arrête aussi rapidement, par exemple? Là, sachant qu'en plus, grève des scénaristes oblige, bah oui, là, comme tu dis, la prochaine série, on l'aura pas avant au moins 2 ans. Donc c'est pareil, voir est-ce qu'ils arriveront à maintenir un tel niveau de hype sur cette durée. En tout cas, tu la recommandes. Oui, je recommande et je pense qu'on peut y aller quand même les yeux fermés, il y a peu de chances d'être déçu. Ainsi se termine ce sujet hors sujet. Donc on le rappelle, c'est One Piece disponible sur Netflix. Donc si vous avez un abonnement Netflix, c'est le moment d'en profiter. Et puis c'est la fin. Je te laisse le mot de la fin du coup. On le dit souvent, ce podcast c'est le vôtre. Donc n'hésitez pas à nous suggérer des jeux, des sujets hors sujet. On a une petite liste là de jeux, un peu moins de sujets hors sujet. Moi je sais que j'ai un manga sur l'astronomie que je dois absolument lire. Et moi, la semaine prochaine, je l'ai dit, c'est le jeu Tunic. Donc, il réserve pas mal de surprises. C'est un jeu très mystérieux et la chronique ira en ce sens. Et tu sais, toi, Kira, ton sujet hors sujet, ce que ça va être ? Pas du tout. J'ai plusieurs. C'est le moment de passer commande. Voilà, j'ai plusieurs sujets hors sujet sur le feu, dont certains qu'on m'a demandé par des auditeurs, mais je suis en cours en fait. Donc, c'est pareil, j'irai au premier que j'aurai fini, sachant que Starfield me cannibalise énormément de mon temps et puis j'ai juste Chant of Sinnar entre les deux. Là, je vais pouvoir me plonger plus facilement en tout cas sur mon sujet hors sujet de la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça sera surprise, impro total. Et en attendant, comme d'habitude, vous avez toute notre reconnaissance. Merci d'être là, merci d'être toujours plus nombreux et on vous souhaite une excellente semaine. À très vite, bonne semaine à vous. Ciao. Ciao.